Bonjour. Pour poursuivre sur les aventures, en fin de compte, de la Bretagne et la guerre de 1870, je vous propose un deuxième épisode qui s'intitule L'armée de Bretagne dans l'enfer de Conly. Alors donc c'est un épisode de l'histoire de Bretagne qui n'apparaît pas beaucoup, qui n'apparaît très peu, disons, dans l'histoire de France. Alors rappelons que Léon Gambetta était plus un politicien qu'un stratège, et la délégation de Tours du gouvernement de défense nationale ne pouvait pas compter sur son état-major d'opérette. Alors Gambetta se tourne vers l'ancien préfet de Paris, Khératry, et accepte sa proposition d'une armée de Bretagne. Le général de Khératry va mobiliser près de 80 000 hommes, 80 000 Bretons sur les 5 départements. Il fait le tour des popotes, un véritable throw-brace, le tour de Bretagne, pour prendre contact avec les autorités, puis s'informer des effectifs, des approvisionnements en nourriture, des matériels, des munitions, des arsenaux et des officiers et techniciens qui pourraient incorporer dans cette armée. Partout, il impressionne, galvanise les énergies, constitue un véritable réseau. C'est un Breton qui s'adresse à des Bretons, mais ce langage ne tarde pas forcément à alarmer les milieux officiels. Les volontaires bretons arrivent à Conly. Dès le 3 novembre, les 2000 premiers mobilisés des Côtes du Nord arrivent à Conly. Le camp de Conly devait constituer une place forte de la Sarthe, reliée à la Bretagne et aux arsenaux de Brest et Lorient par le chemin de fer. Il avait une superficie de 500 hectares, englobant plusieurs villages et fermes. Les travaux de terrassement commencent le 27 octobre. On rase les haies, talus, murs, vergers, on comble les fossés, une sorte de remembrement déjà à l'époque. La plus centrale des fermes, la fameuse Jaunelière, en bordure de la ligne de chemin de fer Paris-Brest, devient le quartier général. La ligne ferrée qui traverse le camp en installe un quai de débarquement. Pour l'eau, un captage au pied du plateau assurait 360 000 litres d'eau par jour. Pour des Bretons, il y avait largement suffisant. L'approvisionnement du bois était assuré par les forêts du Maine. Et pour les vivres, on allait chercher ça à Sillé-le-Guillaume, un bourg à côté, un des principaux marchés de la Sarthe pour la viande et le grain. Tout semblait avoir été fait pour donner aux forces de Bretagne les meilleures garanties de sécurité, de bien-être et d'hygiène pour accueillir 60 à 80 000 hommes. Mais la réalité fut autrement. Les mobilisés sont arrivés comme un troupeau de moutons, dit le général de Vauguyon, en voyant arriver chaque jour, par train entier, de nouveaux bataillons. En 20 jours, le camp de Conly atteindra les 35 000 pensionnaires. L'organisation du camp avait été conçue sur le plan de la division administrative de la Bretagne. 5 brigades, une par département, un par quartier. Chaque arrondissement avait mobilisé une ou plusieurs légions, chaque canton un bataillon, chaque commune une compagnie, une escouade par village, un atout pour le commandement. Ils parlaient le même breton entre eux. Donc, et cela stimulait l'esprit de clocher. Donc on avait les bigoudins qui étaient tous ensemble, et puis les Vantel étaient tous ensemble, et ceux des Côtes d'Armor aussi, les Côtes du Nord, pardon. Et donc ils parlaient le même breton, donc il n'y avait pas de soucis. Et donc et leur commandement direct parlait le breton, sauf l'état-major. Alors, et puis il fait ce fameux esprit de clocher qui va faire que chacun va faire en sorte d'être meilleur que l'autre. C'est le fameux héritage des fameuses tribus celtiques. On avait même prévu un supplément de solde pour les joueurs de biniou. Lorsqu'ils débarquent à Conly, la plupart n'ont pas d'uniforme et sont en sabots. C'est la distribution de piquets de tente, de toiles et de bottes de paille, puis l'installation dans un champ fraîchement labouré, fraîchement travaillé. Les tentes ont été récupérées avec les troupes coloniales, pas idéal pour l'hiver. Il est prévu d'armer les volontaires avec le surplus américain de la guerre de sécession en 1861-1865, la fameuse guerre de sécession qui a cessé, ça c'est sûr.
Et autrement, pour l'entraînement militaire, c'était pas mal en fin de compte nos Bretons en sabot, parce que comme ils n'arrivaient pas à marcher au pas comme il faut, gauche droite, et c'est là qu'est apparu le fameux une bochade de paille dans un sabot, une bochade de foin dans l'autre, et plus foin. Khératry nomme le général Le Bouedec, chef d'état-major de l'armée de Bretagne. Il sait qu'il peut compter sur ce Breton pour le meilleur et pour le pire. C'est lui qui commandait les Moblos, les fameux Moblos qui étaient à Paris, qui dégagèrent les émeutiers de l'hôtel de ville de Paris. Suite au vibrant appel patriotique du 23 octobre, qu'on avait parlé la dernière fois, plusieurs officiers et leurs bataillons, déjà engagés dans l'armée régulière ou la marine, demandent à rejoindre l'armée de Bretagne. Le ministère s'inquiète. Une circulaire confidentielle du général Lauverdeau signale que les officiers détachés de l'armée de Bretagne doivent être rayés de l'armée française. En même temps, 30 000 bottes de paille sont refusées aux fameux Moblos qui attendent pour coucher sous les tentes. L'amiral Fourrichon refuse de lever les inscrits maritimes de 35 à 45 ans qui auraient pu instruire et encadrer l'artillerie qui leur manquait. En plus du fameux problème de recrutement, il fallait résoudre celui de l'intendance, les fameuses vivres et le matériel. C'est la tâche du commissaire général Carré Kérisquet. Il disposait d'un crédit de 8 millions, on avait vu ça l'autre fois, une avance de l'État. Parce que, en réalité, chaque département devait subvenir à l'entretien de ses mobilisés. 2 commissions de contrôle avaient été prévues pour vérifier le fonctionnement, la qualité et la régularité des comptes. Donc il y avait des gens de chaque département qui étaient là pour surveiller les comptes, faire en sorte... C'était une organisation exceptionnelle qui n'existait pas dans l'armée autrement. Le premier souci était de bien nourrir les hommes. La ration journalière était de 750 grammes de pain, 250 grammes de viande, des légumes, du riz, du vin et du café. Le tout pour 71 centimes par homme par jour. Partant du principe, j'achète dans ma zone. Carré et Kérisquet s'approvisionnaient auprès des fournisseurs bretons, puisque l'intendant général de la guerre refusait son concours. Faisant appel à la fibre patriotique des commerçants pour les défenseurs de leur pays, ils obtenaient des réductions jusque 30%. Quelques paroisses et communes organisèrent des souscriptions pour récolter de l'argent, mais aussi des dons en nature tels que de vieux linges pour soigner les blessés. Cette organisation rationnelle et pratique ne plaisait pas au rond de cuir de l'administration générale. Une armée, il faut son drapeau. Le drapeau de l'armée de Bretagne. C'est le premier bataillon des mobilisés nantais qui arrive à Conly, qui, en arrivant à Conly, a remis le magnifique drapeau offert par le Comité républicain de Nantes. Grâce à une souscription publique, il a été confectionné et brodé par les épouses et sœurs des dirigeants du comité. Cet emblème porte les armoiries de Bretagne sur fond bleu, un blason d'hermine surmonté de la couronne ducale, tenu par 2 hermines, encadré de la devise d'Anne de Bretagne, d'Aviken, pour toujours, et du cri de guerre des Bretons, Dieu et patrie, doué à Membro. Je rappelle quand même que c'était le comité républicain de Nantes. Mais le général Hiver arrive à grands pas. Les pluies d'automne sont abondantes, le terrain est détrempé. À force de marche et d'exercice, les sabots des hommes et des chevaux transforment le terrain en un immense bain de boue. C'est pour ça qu'on va surnommer le camp de Conly Kerfank. Pour en faire de bons soldats, il y a l'exercice. Marcher au pas dans la boue, dans les sabots, plus, fouen, et un bâton pour le maniement d'armes. Pour le tir, on ne dispose que de 4000 vieux fusils, souvent rouillés, que l'on charge par la gueule. Les munitions dépareillées sont humides. Certaines armes explosent au moment du tir. Toutes ces conditions commencent à affecter le moral des troupes.
Les malades et les blessés sont de plus en plus nombreux à l'ambulance, le fameux service de santé. Pourtant, lors de son Troubreis, Khératry avait fait l'inventaire des matériels disponibles dans les arsenaux et casernes de Bretagne. 20 pièces d'artillerie, 3200 fusils à Brest, 5 batteries et leur équipage à Rennes. Le 27 octobre, il télégraphie à Tours. Je vous conjure de me les donner, cela remonterait le moral des troupes, ils se sentent sacrifiés. Les bureaux de la guerre font la sourde oreille, puis refusent. Le 30 octobre, Khératry lance un ultimatum. C'est un crime de laisser l'artillerie dans les arsenaux quand on fait marcher 60 000 hommes sans un canon. Donnez-les-moi ou je les prendrai. Les ministères veulent gagner du temps, Khératry s'impatiente et, croyant encore à la bonne foi de Gambetta, lui envoie une longue dépêche déplorant l'obstruction de l'administration. Gambetta lui répond, feignant l'ignorance, « Que demandez-vous d'une manière précise ? Je vous répondrai sur le champ. » Le député du Finistère, le comité de défense de Lorient font charger et mettre prêt à partir avec le colonel Julien le matériel à destination de Conly. Mais 3 jours plus tard, l'amiral Herbingen est remplacé par l'amiral Garneau, qui a pour ordre de ne rien livrer à l'armée de Bretagne. Khératry fait marcher ses relations, comme le directeur général des télégraphes à Tours. Dans un message privé, il lui expose ses déceptions et ses craintes. Les populations perdent confiance, crient à la trahison, et moi je commence à y croire. Il lui demande d'intercéder en sa faveur auprès du ministère et puis de Gambetta. À Tours, le double jeu continue. En même temps que Gambetta rassure de Khératry, il interdit au directeur du centre d'artillerie de Brest de livrer 3000 chassepot, les fameux fusils à la mode ancienne. Le 6 novembre, les bataillons concentrés à Conly n'ont pas reçu une seule cartouche et ne disposent que d'un fusil à percussion passé d'une guerre pour 10 hommes. Prévenus par le préfet de Brest de l'arrivée du cargo Saint-Laurent, les Bretons espèrent, mais le chargement est affecté à d'autres unités. Reste à attendre le suivant, le Perret, annoncé par le maire de Brest, qui bizarrement fut détourné vers le Havre. Tandis que le capitaine Masse attend à Brest une livraison hypothétique de 20 000 fusils perfectionnés, chargement par la culasse, et 15 mitrailleuses, le commandant Lecoq est au Havre dans le même but. Carré-Kérisquet fait le siège du 15 au 20 novembre à Tours devant la commission de l'armement du ministère de la Guerre et de la Marine. Le chef d'administration, Le Seine, est toujours plein de bonne volonté. Bien que grillé, mais le colonel Toumas déclare que les fusils à percussion sont bien suffisants pour les mobiliser bretons. Mais devant l'insistance de Carré-Kérisquet, il promet une livraison avec les prochains navires, alors qu'ils s'appellent le Lavon et l'Ontario. Il faudra se contenter de 3200 fusils et 6 mitrailleuses de Brest et les 3 du Havre sans leurs munitions. Des mitrailleuses sans munitions, ça ne sert pas à grand chose. Le 21 novembre, le camp de Conly concentre 32 000 hommes, dont 7 000 seulement ont un fusil. Mais la moitié n'a pas de baïonnette. Il se les gèle toujours à Kerfonc. Le danger est menaçant. Fraissinet annonce que les Prussiens marchent sur le Mans et signifie à De Khératry « Je vous conjure d'oublier que vous êtes breton pour ne vous souvenir que de votre qualité de Français et de donner l'occasion à votre vaillante armée du baptême du feu. » Le général Toumas propose alors 3000 fusils rouillés à percussion à remettre en état, mais il n'y a pas d'armurier à Conly. Devant l'avancée prussienne, le ministère de la Guerre place l'armée de Bretagne sous les ordres du général Benjamin Jaurès, le tonton du fameux Jean Jaurès, qui donne l'ordre à Khératry d'envoyer une division de marche de 12 000 hommes à Saint-Calais, à 90 km de là, dans les environs du Mans. Le général Khératry
confie au général Goujard les hommes les mieux équipés et les moins fatigués. Ils vont attendre des heures dans la nuit glaciale les trains qui les débarqueront à Connerré pour faire les derniers 38 km à pied. Avant leur départ, Gambetta était venu pour stimuler les Bretons. Soldats, après 3 jours passés avec vous, je pars persuadé que vous allez marcher à une revanche. L'ordre et la discipline, la sobriété, la bravoure, vertu républicaine. Songez que vous vous battez pour sauver à la fois la France et la République, désormais indissociables, liés dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Vous concourez enfin au glorieux mouvement de la France vers sa capitale. Prêtez-vous donc le serment les uns les autres, comme nos pères, de ne plus reculer et de ne marcher tous d'un pas égal à la délivrance de Paris. Vive la France, vive la République, une et indivisible. Gambetta, ministre de la Guerre, à Conly le 24 novembre 1870. Pour calmer l'ambiance, il autorise Khératry à réquisitionner les matériels attendus dans les arsenaux de Rennes, Brest, Lorient et les dépôts de Nantes et du Mans. Notre général télégraphie pour demander l'envoi immédiat des fusils et munitions. Pendant ce temps, Léon Gambetta annulait ses ordres auprès des directeurs des arsenaux et dépôts. Je vous donne l'ordre formel de ne rien délivrer ni en matériel ni en munitions, 50 000 cartouches par exemple, à M. Khératry ou à ses lieutenants, suspendez d'urgence toute livraison. Et voilà, le 26 novembre, les généraux Le Boisdec et Goujard, avec leur division de marche de 12 000 Bretons, trempés jusqu'aux os, armés de briques et de brocs, arrivent en retard, mais seuls à Saint-Calais. Ils attendent désespérément la division Curten, à qui Jean Jaurès aurait dit « défense de les appuyer ». Heureusement, le duc de Mecklembourg et ses Bavarois ont préféré foncer sur Orléans. Heureusement que les Prussiens ont changé de direction, autrement on était fait comme des rats. Maintenant, Khératry est mis sous les ordres de Jaurès. L'armée de Bretagne perd son autonomie et une partie des unités est incluse dans la 2e armée de la Loire. La situation du camp est de plus en plus dramatique. De républicains zélés, Khératry est devenu suspect. Les autorités françaises refusent d'armer des Chouans. Le maire de Rennes intervient auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine qui lui répond « Que voulez-vous? À Tours, ces messieurs craignent que ce soit une armée de Chouans. » Résoré, trop c'est trop. Khératry réunit son état-major, il envisage même de marcher sur Tours. Mais il décide d'envoyer sa démission le 28 novembre. Votre ministère n'a tenu aucune de vos promesses. Je considère la vie du moindre de mes soldats aussi précieuse que celle de n'importe quel autre. J'ai charge d'âme vis-à-vis de la Bretagne. Je refuse d'exposer mes hommes dans l'état où ils sont à une perte certaine. Gambetta se presse d'accepter la démission et nomme le général Marivaux à la tête du camp de Conly. Carré-Kérisquet reste à son poste pour assurer tant bien que mal le ravitaillement des bataillons de misère enfermés à Kerfanc. La pression allemande est de plus en plus forte. Le gouvernement, en déroute, se replie sur Bordeaux. L'armée de la Loire est désorganisée. Khératry et ses fidèles, Glaise-Bizouin, Le Boisdec, Goujard, tentent de reprendre le commandement de l'armée de Bretagne, mais se trouvent à Conly face au général Marivaux. On est le 9 décembre 1870. Après un passage en revue des 46 000 fantômes armés de bâtons dans la brume glaciale, les officiers se réunissent le soir même au quartier général de la ferme de la Grande Jaunelière. Les Bretons s'apprêtent à franchir le pas, mais le général Le Boisdec reste droit dans ses bottes. Il lit à haute voix le décret de Gambetta que lui tend Marivaux. Le coup d'audace est manqué. Le général Marivaux prend possession de Kerfanc et de ses bataillons de misère, 60 000 hommes en comptant les divisions de marche.
fatigués d'attendre, englués dans la boue, gémissant sous la pluie et le vent au passage du général. Dorgueir, Dorgueir !» À la maison. Bien que breton d'adoption, Marivaux ne connaissait pas la langue, il crut qu'il voulait partir à la guerre. Constatant le piteux état de l'armée de Bretagne, il écrit dès le 11 décembre 1870 à Gambetta pour exposer la situation. Après les neiges et les grands froids, -15, où les hommes ne pouvaient plus se lever, leurs vêtements étant gelés, maintenant ce sont les pluies diluviennes et le dégel qui transforment le camp en pataugeoire. Certains ont été retrouvés noyés sous leurs tentes. Je vous demande d'évacuer le camp vers la Bretagne, où nous pourrons réorganiser la défense, une sorte de réduit breton. Seule la moitié des 46 000 mobilisés sont armés de vieux fusils de 11 modèles différents, souvent hors d'usage. J'ai demandé au préfet de Bretagne de suspendre l'envoi des mobilisés. Le ministère de la Guerre répond le 13 décembre. Ne vous laissez pas distraire par aucune préoccupation. Votre devoir est d'organiser vos troupes et de les mettre en état d'aller au feu. Marivaux insiste en précisant que le médecin du camp, le docteur Cuche, a démissionné. Impuissant à soigner les malades dans l'eau, ici on meurt silencieusement. Le 18 décembre, Léon Gambetta se résigne à admettre qu'on étudie la translation du camp, tout en demandant à Fraissinet de mener l'opération avec sagesse et lenteur. Le général avait pris sur lui pour commencer l'évacuation dès le 12 décembre 1870. 3600 hommes sont partis sur 40 ans. Le 15 décembre, la légion de Fougères-Vitré, 3700 hommes, est partie au Mans, cantonnée dans 2 églises et sur une place. Un luxe quand on sort du camp de Conly. Mais il restait encore près de 40 000 mobilisés, désarmés et démoralisés. Lorsque le 18 décembre arrive l'autorisation réticente de commencer l'évacuation avec sagesse et lenteur, il fit sortir 21 000 hommes en 3 jours vers la Bretagne. C'est une arrivée de fantômes guidés par longs coups que les Bretons voient venir. En sabots, à peine habillés, couverts de boue, de kerfank, épuisés même s'ils sont rapatriés dans des wagons à bestiaux. La population bouleversée secourt les malheureux. À Rennes, les gens les hébergent dans leurs maisons. Le maire de Rennes, Bidart de Lannoy, proteste auprès du gouvernement à Bordeaux avec le comité de républicains de Nantes et son ami Khératry. Il lance un mouvement d'opinion pour réintégrer le général à la tête des forces bretonnes. Toute cette agitation intéresse la sûreté générale de Gambetta, qui voit ça d'un mauvais œil. Il reste encore 19 000 hommes à Kerfank. Faute de moyens et pour ménager l'opinion publique en Bretagne, le général Marivaux suspend les évacuations. Même si maintenant, ils ont un fusil pour 3 bonhommes, la situation sanitaire s'aggrave de jour en jour depuis que Gambetta a ordonné le 1er décembre à l'administration de la guerre de couper les vivres. La roulante distribue une soupe de plus en plus maigre. La neige et le froid déclenchent une épidémie de pleurésie. Les femmes de petite vertu des BMC, les fameux bordels militaires de campagne, apportent la petite vérole. Suite aux menaces de Bidart de Lannoy, le fameux maire de Rennes, au nom de toute la Bretagne, le général Thomas télégraphie le 17 décembre du ministère à Marivaux. Le steamer Erie vient d'arriver d'Amérique. Allez chercher à Brest les fusils Springfield avec 100 cartouches par arme. Les armes actuellement à Conly, 41 600, seront envoyées à La Rochelle. Enfin, l'armée de Bretagne va être pourvue d'un seul modèle de fusil avec un nombre suffisant de cartouches. Mais le surplus américain est loin d'être à la hauteur. Les Springfield accordés aux Bretons n'étaient pas des fusils à tir rapide que l'on charge par la culasse, mais le modèle périmé de la guerre de succession de 1865 se chargeant par la gueule.
avec une baguette dont la plupart étaient défectueux. C'est de la quincaillerie faite pour le troc en Afrique, déclara Bidart de la Noé, le fameux maire de Rennes. Le général Marivaux dépêche le colonel de Vauguyon à Bordeaux, le 14 décembre, avec mission de réclamer l'ordre d'évacuer le camp et des armes perfectionnées. Après 2 jours de siège au ministère de la Guerre, le général Toumas lui fit un cadeau de Noël. Il accorde des crédits indispensables à la subsistance des troupes, l'évacuation du camp et le chargement de fusils Remington qui venaient de débarquer à Brest. Mais il ne faut pas croire au Père Noël. Le délégué de la guerre Fraissinet exige le maintien du camp et pour les Remington, c'est comme d'habitude. Mais la magie de Noël existe. Les mobilisés assistèrent à la messe de minuit, dans une prairie, près de l'étang de Sillé-le-Guillaume, sous la neige et sans souliers. Pendant ce temps-là, on avait organisé les fortifications du camp, parce qu'il y avait de la main-d'œuvre, c'est pas ça qui manquait. La plupart étaient des paysans, des terrassiers, et donc on a organisé les fortifications du camp. Depuis le 15 décembre, les ouvrages défensifs du camp étaient terminés. L'installation de l'artillerie avec ses redoutes avait été faite avec les moyens du bord. Le colonel Rousseau et Julien, chef du génie de l'artillerie, avaient réussi à faire hisser à bout de bras sur la position 35 pièces de marine, des canons qui faisaient environ 3 tonnes. Ces installations devaient protéger Conly de l'avancée prussienne et couvrir un repli stratégique de la 2e armée de la Loire du général Chanzy. 10 jours après, le général Toumas ordonne d'expédier à Besançon les 20 canons de 16 qu'il venait de positionner à grande peine. C'est l'anéantissement d'un effort de 2 mois. Le colonel Julien propose même sa démission, puis se résigne à livrer les canons au compte-gouttes, suppliant qu'on lui en laisse quelques-uns. Mais le 3 janvier 1871, Toumas ordonne d'expédier toutes les pièces restantes au Mans pour le général Chanzy. Depuis plus de 2 mois, rien n'avait été épargné aux mobilisés bretons. Mais en ce début d'année 1871, ce qui restait de l'armée de Bretagne agonisait, sans défense et sans solde. Donc, presque le 2e épisode où on a vu les péripéties du fameux camp de Conly, que certains ont qualifié de camp de concentration. Premier camp de concentration, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'était pas brillant. Nous verrons le reste de l'histoire dans un 3e épisode où on arrivera à la fameuse bataille du Mans.